Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer le circuit économique. Donc, comme un plan pour comprendre et cerner cette notion du circuit économique, il s'agit tout d'abord de définir le circuit économique. Après la définition, on va voir les composantes du circuit économique. Ensuite, on va voir les types du circuit économique. Il s'agit d'un circuit simplifié et un circuit élargi. Enfin, on va voir le principe de fonctionnement et le principe de construction d'un circuit économique chiffré et on va voir de quoi s'agit-il. Donc, comme définition du circuit économique, on peut dire que le circuit économique est un schéma qui représente les différentes opérations qui existent entre les agents économiques ou qui se réalisent entre les agents économiques. Ces opérations se manifestent en un échange de deux flux. Un est un flux financier ou monétaire et en contrepartie de ce flux financier, il y a un flux réel ou physique. Pour les composantes, donc on a vu d'après la définition que le circuit économique est un schéma qui représente les agents et les opérations qui se réalisent entre ces agents. Donc un agent économique est un individu ou un groupe d'individus qui représente un centre de décision autonome. Cette définition est une définition vague, mais au niveau de la comptabilité nationale, il s'agit d'un secteur institutionnel. Donc, rappelez-vous bien, un agent économique, au niveau de la comptabilité nationale, on parle d'un secteur institutionnel. Donc, avec le secteur institutionnel, il y a un terme aussi à expliquer, c'est l'unité institutionnelle. Je vais commencer par unité institutionnelle. C'est quoi une unité institutionnelle? Il s'agit tout simplement de tous les agents résidant sur un territoire et qui réalisent des opérations économiques. Par exemple, Monsieur X, Monsieur Y, une famille X, une famille Y, une entreprise X, une entreprise Y. Donc, toutes ces unités institutionnelles réalisent des opérations économiques. Donc, pour la comptabilité nationale, elle est très difficile pour énumérer toutes ces unités institutionnelles et les compter. Donc, comme solution, il s'agit de regrouper ces unités institutionnelles dans des groupes homogènes ou des catégories homogènes appelées des secteurs institutionnels. Donc, au niveau de la comptabilité nationale, il classe ces unités institutionnelles en 5 catégories des agents économiques appelés aussi 5 secteurs institutionnels. Tout d'abord, nous avons les ménages, les sociétés non financières, généralement les entreprises, les sociétés financières, généralement les banques et les assurances, les administrations publiques qui sont des administrations étatiques et le reste du monde qui sont toutes les unités institutionnelles qui sont non résidentes sur le territoire national. Donc, pour chaque catégorie, il y a une fonction principale. Et pour chaque catégorie aussi, elle a ses ressources principales. Donc, pour les ménages, il s'agit de la consommation des biens et des services. Donc, la consommation, c'est la fonction principale des ménages. Pour leurs ressources principales, il s'agit des salaires. Pour les sociétés non financières, ou généralement les entreprises, leur fonction principale est la production des biens et des services. Leurs ressources principales sont bien sûr les profits qui se réalisent à la fin de l'année, bien sûr. Pour les sociétés financières, qui sont généralement les banques, il y a la production des biens et des services financiers, comme l'octroi des crédits. Pour les ressources principales, il s'agit des dépôts bancaires réalisés par les épargnants ou les agents qui ont une capacité de financement. Pour les administrations publiques, généralement l'État,
La fonction principale de l'État est la production des biens et services non marchands. Lorsqu'on parle de non marchands, on parle des biens et services publics, gratuits ou quasi gratuits. Pour les ressources principales de l'État, il s'agit des impôts et taxes, les impôts comme l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, les taxes comme la TVA ou la taxe urbaine, et les cotisations sociales collectées par les organismes de prévoyance sociale, comme la CNSS, comme la CNOPS pour le secteur public. Le reste du monde, ce sont les secteurs institutionnels non résidents et qui peuvent être soit des ménages étrangers, soit des sociétés ou des entreprises étrangères, soit des sociétés financières étrangères ou des États à part. Maintenant, les opérations économiques. C'est quoi une opération économique? Il s'agit d'un ensemble des flux échangés entre deux agents économiques. Donc, chaque flux échangé entre deux agents économiques, on parle d'une opération économique. Ces flux, on a dit, il s'agit des flux monétaires en contrepartie d'un flux physique. Les types des opérations économiques sont en nombre de 3. Nous avons les opérations sur les biens et les services, comme par exemple la production, la consommation, l'investissement, etc. Donc, il s'agit des opérations qui décrivent l'origine et la destination finale d'un produit ou d'un bien ou un service. Les opérations de répartition, il s'agit des opérations qui décrivent la façon par laquelle la production ou les richesses créées sont distribuées. Par exemple, les salaires pour les ouvriers, impôts pour l'État, les intérêts pour les épargnants et les investisseurs financiers, les dividendes pour les actionnaires, le loyer pour le locataire. Les opérations financières, il s'agit de toutes les opérations des emprunts, prêts et placements. Sont l'origine des moyens de financement pour les autres agents économiques qui réalisent les opérations sur les biens et les services et les opérations de répartition. Maintenant, on va voir les types de circuits économiques. Nous avons un circuit simplifié et un circuit élargi. Lorsqu'on parle d'un circuit simplifié, on parle des agents économiques qui sont en jaune, plus les flux qui se réalisent entre ces agents économiques. Donc, on a dit que les flux peuvent être des flux réels, c'est-à-dire un échange des biens et des services, en contrepartie des flux monétaires ou financiers. Donc, vous pouvez voir dans cet exemple, nous avons des ménages qui réalisent des opérations économiques avec les entreprises à travers des flux. Donc, les ménages offrent le travail aux entreprises et les entreprises en contrepartie, ils leur donnent des salaires. Les ménages ou les entreprises offrent des biens et des services marchands pour les ménages en contrepartie d'un prix de ces biens et ces services. On prend un autre exemple, donc les entreprises avec l'État. Donc, l'État achète des biens et des services marchands des entreprises en contrepartie d'un prix. Les entreprises donnent des impôts et taxes à l'État et l'État leur offre des aides financières. Pour les banques et l'État, nous avons les banques donnent des prêts à l'État et l'État leur verse en contrepartie des intérêts. En plus, les impôts sur les sociétés
collectés par l'État d'après les banques, en contrepartie bien sûr des aides financières ou des subventions. La relation entre les ménages et les banques, donc vous pouvez voir que les ménages empruntent des banques et ils doivent payer des intérêts. Inversement, les ménages peuvent déposer ou placer leur argent en banque et reçoivent de ces banques des intérêts. Maintenant, le circuit économique élargi. Quand est-ce qu'on parle du circuit économique élargi? C'est tout simplement le circuit économique simplifié auquel on ajoute les marchés et le reste du monde. Donc chaque opération économique doit forcément passer sur un marché. Donc, les opérations d'achat et de vente des biens et des services, ils se réalisent sur un marché des biens et des services. Le travail en contrepartie du salaire doit sur un marché de travail. Les opérations des emprunts et des prêts se réalisent sur un marché des capitaux. Donc, prenons un exemple. Donc, nous avons la relation entre les ménages et les institutions financières. Donc, les ménages empruntent des institutions financières des capitaux. Donc, les ménages demandent des capitaux sur le marché des capitaux. Les institutions financières offrent des capitaux pour ces ménages sur le marché des capitaux. Pour le reste du monde, il s'agit des opérations d'exportation et des importations. Enfin, le principe ou les principes de fonctionnement du circuit économique. Le principe est simple, c'est-à-dire il s'agit des ressources est égal des emplois. Donc, chaque agent économique il a des ressources et à partir de ces ressources, il réalise des emplois. Il emploie ces ressources soit pour investir, soit pour produire, soit pour consommer, etc. Donc, les ressources sont généralement la production. D'où viennent les ressources? Donc, il vient de la production. Si notre production, par exemple, nationale ne suffit pas, il s'agit de demander la production des autres agents non résidents à travers l'importation. Donc, les ressources, nous avons deux, la production plus les importations. Pour l'emploi de ces ressources, soit on les consomme définitivement, il s'agit d'un emploi définitif, soit on les dépense pour réaliser un profit, il s'agit d'un investissement. Si nous avons un excédent, il peut être objet d'un emploi pour les agents non résidents. Donc, on peut les offrir pour ces agents non résidents à travers l'exportation. Donc, rappelez-vous bien, les emplois sont en nombre de 3. Nous avons la consommation, l'investissement et l'exportation. D'après ces deux égalités, on peut construire l'égalité suivante. La production plus importation est égale consommation plus investissement plus exportation. Donc, revenons maintenant à l'exemple de circuit économique élargi. Donc, vous pouvez voir que les ménages, leurs ressources sont, par exemple, la relation entre les ménages et les institutions financières. Donc, toujours, on va trouver que les capitaux empruntés, ce sont égaux aux capitaux reversés avec des intérêts. Donc, ces égalités, on va les bien assimiler à travers
un exemple ou un exercice.